Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Ça vous avait manqué cette phrase ? Eh ben je suis là, je suis de retour pour cette rentrée pleine de promesses et je suis ravie, vraiment. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cette semaine, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit fourniture. Je suis donc avec Maxime Brenon et Julien Crespel qui ont bousculé le marché de la papeterie avec leur marque Papier Tigre. Au programme, des crayons, des stylos, des ciseaux, des trousses, des tas d'accessoires et même un peu de déco, mais surtout du papier, des agendas, des calendriers, des semainiers et plein de carnets, de toutes les tailles, toutes les couleurs et même sur mesure. Des produits audacieux, durables, imaginés et conçus en France. Alors si votre cartable n'est pas finalisé et que vous rêvez d'une rentrée bien organisée, tendez l'oreille, tout ce qui suit devrait vous plaire. Bonjour Maxime, bonjour Julien. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui manquait dans le monde de la papeterie ? On attaque directement. Qu'est-ce qui manquait dans le monde de la papeterie au moment où vous avez décidé de créer Papier Tigre ? Il manquait tout. Il manquait beaucoup de choses. En fait, c'était un vrai dépoussiérage qu'on voulait opérer, et dans les usages et dans le look des produits. En fait, la papeterie, comme vous avez commencé par le dire, quand on a commencé, c'était de la fourniture. C'est-à-dire que c'était des objets utilitaires qui étaient là pour répondre à un besoin, un service. Et donc, ils répondaient à leur fonction. Ils existaient, il y avait tout ce qu'il faut. On pouvait acheter des feuilles de papier, des carnets, mais uniquement pour répondre à leur fonction. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais en gros, il y avait la dimension de plaisir, de choix, de goût, d'accessoires, de cadeaux, était, en tout cas en France, assez absente. De côté, ouais, clairement. Et nous, on y a apporté une vraie touche créative à ce marché. Avec Julien, on travaillait ensemble dans son studio de création, donc on avait cette valeur ajoutée ultra créative. Et puis, en parallèle, on avait aussi ce savoir-faire de fabrication, puisqu'on fabriquait pour d'autres marques des objets imprimés. Et on s'est dit, mais il manque un truc, y a peut-être une carte à jouer, les usages vont changer. Est-ce qu'on n'essaie pas de lancer une marque ? Et il n'y avait pas une vraie démarche entrepreneuriale. C'était pas calculé, c'était vraiment du ressenti, du pressenti et très à l'instinct. Et alors, dans ce qui manquait, le corollaire de tout ce qu'on vient de dire, c'est, alors là je parle en tant que directeur artistique, graphiste, illustrateur, c'est un domaine qui avait pas du tout été investi, ou très peu, par les créatifs. C'est un domaine qui avait été très peu exploré par les créateurs, les graphistes. Les peintres ont toujours fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, de la vaisselle, des assiettes. Les graphistes ont toujours travaillé dans la communication culturelle. Ils faisaient des affiches de théâtre ou d'opéra, ce que nous on faisait d'ailleurs avant de lancer Papier Tigre. Enfin, il y avait plein de domaines où les graphistes, les illustrateurs et les artistes s'exprimaient. Et très bizarrement, alors qu'on est sur un support imprimé et proche du papier, c'est ce qui existait à l'époque, qui est pas si lointaine puisqu'il s'agit de 2012, dans le domaine de la papeterie, à part 2 ou 3 petites exceptions, ce qui existait était extrêmement pauvre. Donc il manquait aussi juste de la créativité. C'est vrai que spontanément, on est dans une société qui se digitalise, je dirais entre guillemets. Alors, c'était quand même un pari de lancer une marque de papeterie. Ouais, carrément. À l'époque, c'est vrai qu'on nous a un peu pris pour des fous. Et à un moment où tout le monde essaie de bosser sur une app, nous, on fait un truc hyper old school, de la papeterie et de la fabrication de produits, quelque chose de physique. Et en fait, on a eu le nez plutôt assez creux, puisque on a, donc en plus de changer le look des produits, on a aussi commercialisé la marque et tout notre univers de façon très digitale.
Donc on n'est pas du tout contre le digital, au contraire, on fonctionne avec. Et notre pari à l'époque, qui s'est avéré juste, c'est que la papeterie, et si on prend l'exemple du carnet, c'est un très bon compagnon d'une vie digitale. Ça ne le remplace pas du tout, ça remplace pas Google, mais ça va avec. Et c'est là tout l'intérêt en fait. C'est le changement de ses usages, c'est ce que disait Julien, c'est le changement de la papeterie de consommation, la papeterie, Fourniture. la fonction de fourniture qui s'est transformée en achat plaisir et en outil qui accompagne ta vie digitale. En fait, au sens propre, on s'est dit le digital va revaloriser le papier. C'est-à-dire que on va pas se mentir, avec l'avènement du digital, la grosse industrie papetière de mass market, de fourniture, a énormément morflé, a beaucoup chuté, de l'ordre de 20% par an. J'ai plus les chiffres exacts à l'époque, mais c'était quelque chose de ce type-là. Donc c'était, je pense, que ça a été douloureux pour pas mal de gros industriels du papier, et pour les imprimeurs et pour toute une partie de l'activité. Mais nous, on s'est dit que paradoxalement, ça allait, le fait qu'il y ait moins de consommation allait transformer cette consommation en une consommation choisie et non plus subie par l'usage, choisie pour le plaisir, et du coup qu'on allait être, que les gens qui allaient continuer à consommer du papier allaient être capables de dépenser un peu plus d'argent, puisqu'ils le font par choix et par plaisir et non plus par nécessité. Et donc la notion en fait que le digital allait vraiment redonner une valeur d'usage sentimental, affective, de représentation à tout ce qui est en papier. Et c'est pour ça que ça allait très bien avec notre idée de réinvestir la création dans le domaine de la papeterie et de pouvoir s'exprimer à travers la papeterie. C'était aussi de se dire que du coup, comme on le faisait par choix et par goût, on pouvait traiter la papeterie quasiment comme un accessoire de mode. Et donc travailler du coup aussi, non plus en faisant des basiques, mais en faisant des collections. En faisant des collections qu'on renouvelle régulièrement, en travaillant sur des thématiques et en ne réimprimant jamais, même un best-seller. On le crée, il existe quand on le sort, et il vit sa vie, et après il n'existe plus, et on le trouve plus, et on se renouvelle, et on recrée, et on recommence. Alors comment on crée comment on fabrique un carnet ? Ça, c'est Julien qui va vous expliquer. En fait, sans que ce soit trop technique, mais vraiment comment graphique. les différentes étapes, le studio de création à l'impression, Alors l'ensemble de la chaîne, parce que ça Oui. ça suppose beaucoup de choses très différentes. Non, Ça a alors l'air très simple. en moins de 2 minutes. Alors en moins de 2 minutes. Alors on va aller très vite. Non, j'exagère, mais vraiment. Alors en amont, avant toute chose, on construit, il y a un exercice de design pur qui est de se dire, on va créer un objet. Cet objet, il va être fabriqué, il va avoir un prix, et il va être revendu. Donc il faut penser à toute la chaîne et se dire, alors il va faire combien de pages, sur quel papier on va l'imprimer, quel va être son format, comment il va être relié, etc. Une fois qu'on a déterminé ces étapes, il y a une partie purement créative qui va consister à, enfin en tout cas concernant les carnets papier tigre, à décider ce qu'on va imprimer sur la couverture et sur le dos. Là, nous on travaille avec Angélique qui est graphiste avec nous. On travaille ensemble tous à déterminer un thème de collection qui peut être lié à des voyages, à des expositions, à notre expérience, à nos goûts, à une pratique, à un élément, à nos envies et à notre plaisir de créer. Donc là, on fait plein d'images, on les regarde tous ensemble chez Papier Tigre, tout le monde donne son avis, on hésite, on revient en arrière, on fait une petite sélection de ce qui nous plaît le plus, on affine cette sélection, et puis une fois qu'on est tous d'accord, qu'on est content du résultat, on fabrique. Et alors, pour fabriquer, il y a deux façons de faire en ce qui nous concerne. C'est soit de travailler avec des imprimeurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui sont plutôt dans le nord de la France. On travaille toujours avec des papiers recyclés. On travaille toujours le plus proprement possible et le plus localement possible. Et donc, quand on fait des très grandes séries, on travaille avec des imprimeurs. Donc là, il y a plein d'étapes d'impression. Il y a l'impression des feuilles. Après, ces feuilles sont réunies, sont pliées. Après, elles sont coupées, elles sont cousues. Après, l'ensemble de ces cahiers, qui sont les constituants d'un carnet, sont collés les uns aux autres. Après, sont collés dans une feuille de carton qui sert à la couverture.
Et après, cette couverture est toilée. Et voilà. Donc, il y a toute une série de manipulations successives qui sont sur 2 endroits ou 3 endroits différents. Et après, c'est mis dans des cartons et ça va chez des revendeurs ou chez nous ou directement chez nos clients. L'autre option qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an, c'est qu'on a créé un atelier dans notre boutique qui est donc rue des Filles du Calvaire à Paris. On a monté un atelier avec les progrès technologiques qui permettent maintenant de faire tout ce que je viens de vous dire, mais nous-mêmes à une échelle du coup pour des productions en moins grand volume. Mais qui nous permettent de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production que je vous ai décrite, qui est en gros la même. On imprime, on coupe, on relie les pages les unes aux autres, soit avec des spirales, soit avec de la colle, et on imprime à côté des couvertures, on relie l'ensemble, et voilà. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément de stock, c'est à la commande ou pas forcément ? Alors là, c'est vraiment une grande nouveauté pour nous, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas de stock, mais on produit uniquement à la commande ce qui va être vendu. On imprime en numérique, donc on n'a aucun calage, c'est-à-dire aucun temps qui est pris pour que les feuilles soient bien propres et tout, ce qui fait qu'on a en gros aucune perte, aucune chute. C'est-à-dire que sur une feuille sur laquelle on imprime des pages de carnet, on doit jeter, 2% ou 1% du papier à peine, quoi. C'est vraiment des tout petits bouts qui sont voilà, et en plus ce qui est jeté est recyclé. Et on travaille à partir de matériaux recyclés, du papier qui est recyclé par Clairefontaine, donc pas très loin de la région parisienne, et dont la majeure partie de ce qu'ils récupèrent comme substrat, comme déchets pour recycler le papier, provient d'Île-de-France. Donc on est sur un circuit très court, très local, et effectivement très maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a pas du tout de gestion de stock, de surconsommation, de surproduction, de braderie, de solde. On est dans une économie qu'on essaye d'être la plus juste et la plus directe possible, et on essaye aussi de vendre de plus en plus le plus directement possible à nos clients finaux. C'est pour ça que vous parlez de produits durables ? Ouais, en fait, c'est tout ce cercle vertueux qui pour nous était indispensable. Cet atelier, il n'existait pas au départ de l'aventure, et ça nous est paru évident de raccrocher les wagons avec la maîtrise de notre outil de production. En maîtrisant l'outil de production, on peut aller plus loin que les fournisseurs avec qui on travaille. Et là, il se trouve qu'il y a eu un gap technologique qui nous a permis d'avoir une qualité satisfaisante. Et donc on est allé vraiment plus loin depuis 1 an, où on a cette échelle extra locale, responsable, raisonnée, et qui répond à un vrai besoin de notre part, et puis aussi de tous nos clients. Les consommateurs, vous sentiez qu'il y a une attente par rapport à ça ? Oui, je pense que, et surtout depuis tout ce qui s'est passé là les derniers mois avant l'été, il y a eu une vraie prise de conscience de l'importance de la responsabilité des marques, de leur fabrication, quand ça vient du bout du monde, sans explication et sans raisonnement, ça n'a pas de sens, ça résonne pas. Et aujourd'hui, avec Julien, on est plus que jamais convaincus qu'avoir une production comme ça qu'on veut responsable et raisonnée fera écho auprès de nos clients. Vous faites beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup, des carnets sur mesure. Concrètement, ça veut dire quoi ? On peut personnaliser quoi ? Pareil, comment ça se passe ? Alors, c'est hyper simple. C'est sur mesure pour les particuliers et les professionnels à partir de 1 exemplaire. Ça veut dire qu'on est capable, avec un jeu d'options, de concevoir un carnet sur mesure. Nos clients peuvent choisir leur couverture, les pages intérieures, la reliure, les finitions, et on peut le fabriquer à partir de 1 exemplaire. Et on est les seuls à faire ce genre de choses avec un outil digital qu'on a mis du temps à concevoir pour qu'il soit nickel et clair. Et cet outil digital, il nous permet de faire cet exercice assez simplement,
ou que vous soyez particulier ou une entreprise, de chez vous, vous pouvez concevoir ce carnet à l'aide de notre outil. Pour être, quand on dit concevoir les pages, choisir ce qu'il y a à l'intérieur, pour illustrer un peu le propos, ça veut dire que par exemple, on peut décider de se faire un agenda qui va débuter le jour où on décide de faire la commande. C'est-à-dire qu'on peut commencer un agenda début septembre, ou le commencer début octobre, ou le commencer début novembre, décider de sa durée, décider de l'imprimer sur un papier bleu ou un papier ivoire ou un papier blanc, y adjoindre des pages de notes ou lignées ou pointillées ou vierges, ou du papier millimétré, ou bien un tracker d'activité, ou bien des fiches cuisine, ou bien le choix est extrêmement large et on est continuellement en train de créer des nouveaux types de contenus, de nouvelles grilles, de nouvelles options, de raffiner l'ensemble du système. Parce que vous parlez beaucoup de créativité en interne dans vos propositions et vous avez envie que votre client soit créatif aussi, non ? Il y a une mesure comme ça ? C'est un vrai pilier chez nous, de la marque. Ça nous correspond bien, ça correspond à l'équipe, ça correspond à nos clients. En fait, quelqu'un de créatif, c'est pas forcément quelqu'un qui a un métier créatif. Ça peut être quelqu'un qui a un hobby créatif, ça peut être quelqu'un qui a envie d'être créatif. En fait, la créativité, elle répond à plein de types de personnes. En fait, on essaie de faire des outils pour répondre aux besoins de créativité de tout le monde et en leur laissant toute la souplesse de choix pour se concevoir leur outil idéal. Et d'une certaine manière, on se dit qu'on est co-créateur de nos produits avec les utilisateurs. L'idée, c'est vraiment cette notion de co-création. Un carnet, c'est pas un ouvrage à lire, c'est un ouvrage dans lequel on va écrire, dans lequel on va faire des dessins, dans lequel on va faire beaucoup de choses. Et donc, nous, on ne fait que commencer le travail quand on fait le carnet. Sur le résultat final, il est finalisé par l'utilisateur. Et pour qu'il soit finalisé au mieux, on donne tous les moyens possibles à cet utilisateur de concevoir le carnet qu'il lui faut. Concrètement, on vous trouve où ? Où est-ce qu'on achète les produits Papier Tigre ? On les achète principalement sur notre site internet, papiertigre.fr, dans nos 2 boutiques. Alors, il y en a une qui est un peu plus accessible que l'autre. Il y en a une qui est à Paris, dans le quartier du Marais, et l'autre qui est à Tokyo, au Japon. Et puis après, on a des revendeurs, donc c'est des boutiques, des grands magasins qui revendent nos produits. On a une liste qu'on appelle les petits Papier Tigre, par exemple, au bon marché. Et un petit Papier Tigre, c'est la boutique Papier Tigre en plus petit. Donc il y a une sélection quasi exhaustive de tous nos produits. Et puis après, il y a des revendeurs, ils sont répartis dans 25 pays. Donc on nous trouve un petit peu partout. C'est quoi l'idée du Japon en fait ? Comment vous avez pu ouvrir une boutique là-bas ? Alors c'est assez opportuniste. C'est une rencontre, c'est un gros industriel de la mode au Japon qui a investi sur la marque et qui nous a permis d'acquérir l'immobilier et l'équipe au Japon. C'est une histoire qui a 2 ans aujourd'hui, mais qui a un passé un peu plus riche puisque on a commencé cette collaboration avec cette entité japonaise en créant une marque de mode, mais ça c'est très opaque. On a quand même fait 3 ou 4 collections de prêt-à-porter au Japon. Voilà, ça nous a bien fait marrer, c'était assez cool. Et puis c'était une introduction au marché japonais. Ouais, carrément. Qui a été vendu et porté. Ouais, c'était assez hallucinant. C'est vrai que le Japon, c'était pas une envie particulière. Moi, je ne connaissais pas, j'étais jamais allé au Japon, j'avais envie de découvrir. Mais grâce à Papier Tigre, du coup, on y est allé très souvent. Trop souvent. Et c'est la première fois je me suis dit mais c'est hallucinant, qu'est-ce qu'on va apporter, c'est un marché de papeterie, c'est dans la finesse, dans le détail, et en fait après plusieurs visites on a compris que ce qu'ils trouvaient génial chez Papier Tigre, c'était notre côté punk. Pour eux, on est vraiment punk. On n'hésite pas à mélanger des couleurs, des motifs, à bousculer les codes de la papeterie traditionnelle. Et encore une fois, les usages. Et c'est ça qui leur plaît, et c'est ça qu'ils aiment chez nous. On bouscule les traditions. Et au Japon, ça plaît une partie des clients. Vous avez des bestes ? Quels sont les bestes Qu'est-ce qui se vend le plus chez vous ?
La notion de best, elle est un peu élastique dans la mesure où on fait des collections et qu'on renouvelle les collections tous les 6 mois. Donc à chaque collection, il y a 2 ou 3 bests, mais c'est jamais les mêmes d'une collection à l'autre par définition. Ça, c'est pour ce qui concerne vraiment le design graphique des produits. Après, on a quelques produits qui ont été des bests ou qui le sont encore. Il y a un peu de saisonnalité qui sont liés à des usages qu'on a créé ou recréé ou remis au goût du jour. Quand on a commencé, on avait un best-seller qui était le pli postal, qui était un objet qui en gros, c'est un bloc de lettres enveloppes, des enveloppes, des feuilles très graphiques. On écrit d'un côté, on la plie et ça devient une enveloppe qui est prête à poster. Et donc là, c'est un usage qui existait ou qu'on n'a pas inventé, mais qui était totalement désuet et on lui a redonné une nouvelle jeunesse, une nouvelle fraîcheur et une nouvelle valeur. Après, on a créé d'autres produits qui aussi existaient sous des formes pas marrantes, pas jolies et qu'on a juste remis au goût du jour. On a un calendrier de fruits et légumes de saison qui a longtemps été aussi un gros best-seller. On a également fait récemment, alors là c'est plus récent et c'est un produit qui marche extrêmement bien, un disque qui permet d'accorder ce qu'on boit à ce qu'on mange. C'est un disque des accords mets vin. Qui s'appelle le Caviste. Merci Maxime. Et qui lui marche très bien également. Donc là, on a à chaque fois on a aussi créé un espèce de sous-main de bureau qui s'appelle le Manager, qui est composé de 7 blocs de papier pour s'organiser dans la journée, dans la semaine, avec pour faire des notes, des listes, un planning, etc., qui se vend extrêmement bien. Et ce qui est assez amusant avec tous ces produits, c'est que c'est des produits qui n'existaient pas avant qu'on s'y mette. C'était un type de produit qui n'existait pas. Oui, parce que depuis quelques années, ça a explosé quand même la papeterie. Vous n'êtes plus tout seul, je suis obligée de le dire, mais vous n'êtes plus tout seul sur le marché. Du coup, comment on se différencie? Comment on tient la barre? Genre justement en continuant tout le temps à créer, à continuer à faire ses collections, c'est-à-dire qu'on n'a pas de basique, tout ce qu'on fait est perpétuellement renouvelé. En continuant à créer des nouveaux usages, comme le Caviste dont on vient de parler, qui est un produit qui n'existait pas avant qu'on s'y mette, en tout cas sous cette forme, et en créant des nouveaux services et des nouveaux produits comme les carnets sur mesure. Pour terminer avec les best-sellers, aujourd'hui, depuis qu'on l'a lancé, sur notre site internet, le produit le plus vendu, c'est le carnet sur mesure. Et Julien a raison, et c'est vrai que ce qui nous différencie et ce qui nous permet de rester au top, c'est vraiment l'innovation. Chez nous, c'est avec la créativité, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous anime. Et c'est vrai que chaque semaine, on a une nouvelle idée, une nouvelle envie, et on essaie de la mener à bien. Et l'innovation pousse le reste de la marque à rester désirable, à être toujours au goût du jour et continuer sur sa lancée. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des petites marques qui se lancent et qui vont vendre des carnets à 3,50 €? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment on le vit quand justement... C'est bien, la concurrence est toujours très positive. Ça permet de se rendre compte qu'il se passe quelque chose sur un marché. Donc là, en l'occurrence, plus on a de concurrents, plus on est content, parce que ça veut dire que il y a de la demande et que les gens, les clients en redemandent. Après, c'est plutôt cool. Plus on est de fous, plus on rit. Vous êtes très fort quand même, là où vous distinguez vraiment en marketing, Instagram. Vous avez un ton qui est très start-up, entre guillemets, assez cool, un peu... assez décomplexé. Oui, les codes sont très actuels. Vous travaillez ça, c'est important, la forme et le discours pour se distinguer? Bah ouais, ça participe à vendre le produit plus que jamais. C'est par exemple Instagram, c'est la plateforme qui nous a permis de nous faire connaître à l'échelle internationale. C'était un vrai gros levier, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça reste un axe de communication qui est important, qu'on travaille. Par exemple, nos posts sur la grille, on les fait pas à l'arrache, on les anticipe. On les travaille à l'image de la marque, en fait. Ça doit être créatif et on y passe du temps et on a envie que ça soit joli. Après, les stories, c'est le levier un peu plus spontané où on partage les coulisses et je pense que nos clients sont contents de voir ce qui se passe derrière. On fait preuve de beaucoup de transparence. Récemment, on a montré toutes les étapes entre le moment où le client valide sa commande et le moment où il reçoit le carnet. Il se passe
plein de choses et on a tout montré. Et partager, ça permet d'être peut-être plus proche et ça permet aussi à tous nos clients de se rendre compte qu'on n'est pas une multinationale, qu'on n'est pas une énorme boîte, on a une petite échelle, on est des gens passionnés, on est quasiment des artisans, des commerçants artisans, mais ça a de l'importance. Mais encore une fois, on arrive bien à communiquer, je pense, sur les réseaux, sur notre site internet, sur plein de supports, également parce qu'on a des choses à communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est tout le temps occupé à créer des nouveaux produits, à lancer des nouveaux produits, à mettre en place des nouvelles procédures pour que ça se passe mieux, à investir dans des machines pour fabriquer nous-mêmes, à inventer des nouveaux usages, on est tout le temps en train de créer de la matière pour avoir des choses à dire aussi. Et vous avez fait du papier peint, des sacs, des foulards, j'ai vu là, avec vos imprimés. Pourquoi vous avez fini, vous diversifiez? Alors en fait, c'est un peu ce que disait Maxime tout à l'heure. Je pense qu'il a donné un indice en disant qu'on était tout le temps en train d'innover et qu'on avait tout le temps des idées. Ça doit être, c'est peut-être un peu fatigant de nous suivre, mais dès qu'on a fini quelque chose, on entame quelque chose de nouveau. C'est dans notre rythme. Je pense que sinon on s'ennuierait. Vous avez fait notamment, l'un de vous en parlait tout à l'heure, une collab avec Bonsoir. Alors Bonsoir, je l'avais interviewé l'épisode 44, j'ai regardé hier. Comment est née l'idée? Comment vous avez travaillé? Vous avez apporté quoi, le dessin, le motif? Non, comme souvent dans ce genre de choses, c'est une rencontre. On les a rencontrés, on a discuté, on s'est bien entendu, on a parlé. Ils ont dit mais moi j'adore ce que vous faites. Moi aussi j'adore. Et puis en discutant, on s'est dit mais il faudrait absolument que vous fassiez une paire de draps. Ben oui, mais si on fait une parure de drap, il faut aussi qu'on fasse un carnet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait, parce que sinon c'est pas une collaboration, c'est l'un qui travaille pour l'autre. Donc essayons de travailler ensemble et de que chacun apporte quelque chose. Et en se disant ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas écrire au lit. Qu'est-ce qu'on fait au lit? Au lit, on dort. Donc si on dort, on rêve. Si on rêve, on oublie. Il faudrait s'en souvenir parce que c'est quand même passionnant, le monde des rêves. Puis en parallèle, ça nous a kiffé d'habiller une parure de drap. C'est un support qu'on n'avait jamais travaillé, qu'on n'avait jamais exploré, avec des contraintes techniques, des contraintes graphiques. Et du coup, c'est ça aussi qu'on aime, c'est bosser sur des nouveaux supports pour des nouveaux usages. Et donc là, ça en faisait partie. C'est hyper différent quand on est graphiste de travailler entre un carnet, un papier peint et une parure de drap. C'est des échelles qui n'ont rien à voir. Il y a des choses qui se portent, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qui sont dans la poche, il y a des choses qui nous envahissent complètement parce que c'est énorme sur un mur. Là, les draps, c'est un truc très différent. On est collé au drap, mais en même temps, on est loin quand on regarde le lit. On a une espèce de masse de couleurs énorme dans une pièce. Enfin voilà, créativement, c'était quelque chose de très nouveau et c'était toujours passionnant de se mettre sur un nouveau support. Vous êtes combien aujourd'hui chez Papier Tigre? On est une dizaine. Et entre vous deux, vous êtes cofondateur, quelle est la répartition des rôles? C'est assez simple. En fait, à la base, Julien, c'était mon boss. Je suis resté un petit peu. Comment vous êtes rencontrés? C'est vrai qu'on a même pas... En fait, je travaillais pour lui, il avait un studio de création et moi, j'étais chef de projet. Et c'est dans le cadre de ce studio qu'on a monté Papier Tigre, très vite. Donc on s'est associés très vite. Donc à la base, vous êtes tous les deux graphistes, je sais pas comment... Alors, Julien, je parle pour toi, j'aime bien. il est designer industriel et moi j'ai plus un bagage d'école de commerce. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du binôme, c'est qu'on a tous les deux des bagages qui sont différents et c'est très complémentaire. On s'est improvisé tous les deux entrepreneurs sur le tas, mais donc on est tous les deux entrepreneurs et on essaie de diriger cette société le mieux possible. Mais c'est vrai que sinon le binôme il est vraiment créatif, marketing, communication, graphisme. Vous discutez chaque projet ou il y en a un qui... Ouais, c'est assez main dans la main. Il n'y a pas de projets sur lesquels moi j'aurais 100% d'investissement et Julien 0. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et on essaye aussi d'impliquer vraiment tous les gens qui travaillent avec nous à tous les stades. C'est-à-dire qu'on a besoin et envie
d'une équipe qui est globalement créative, chacun dans son domaine, mais on essaie de faire en sorte que chacun soit impliqué dans la création, dans les choix, dans la stratégie. Alors, Décodeur, à la base, c'est un podcast déco. Vous êtes sensible à ça ? Pas du tout, vraiment. Absolument pas. Ça ressemble à quoi chez vous, par exemple, l'un et l'autre ? Alors, on a passé beaucoup de temps chez nous il y a quelques mois, pendant le confinement. Chez moi, c'est au dernier étage. C'est très lumineux, c'est très ouvert parce que c'est un vieil immeuble, mais qui est pas haussmannien, qui est plus années 70. J'ai aussi la chance d'avoir une terrasse, donc c'est vrai que j'ai un environnement qui est très cool et très calme au cœur de Paris. Et après pour la déco, les murs sont pas blancs, il y a des murs qui sont bleu fluo, des murs gris. Le mobilier il est plutôt années 50, 60. Et après c'est un doux mélange de souvenirs rapportés des quatre coins du monde. Voilà, j'aime beaucoup mon appart. Alors, en ce qui me concerne, j'habite aussi dans le centre de Paris. J'ai un duplex, 2 derniers étages, dans le 10e arrondissement, d'où je vois le ciel partout, ce qui est très agréable. Et en fait, ma compagne a aussi un métier créatif. Elle a la marque Macon et Lesquois qui fait des bijoux brodés, et elle travaille à la maison. Donc c'est vraiment un appartement habité par des designers. Ce qui fait que du coup, nous c'est l'inverse, tous les murs sont blancs et on a besoin de pouvoir projeter un peu des choses différentes tous les jours de manière créative sur notre intérieur. Et du coup, c'est très éclectique. Il y a beaucoup de meubles anciens. Le père de ma compagne était antiquaire, donc on a beaucoup de vieux meubles. On a aussi des choses très contemporaines faites par des amis. On a plein d'amis designers. On a fait des études de design, donc on est beaucoup équipé par du design contemporain d'amis, des antiquités. On voyage beaucoup, donc on ramène des choses un peu des quatre coins du monde, d'Inde, du Mexique, d'Asie beaucoup. Donc il y a une espèce de bordel organisé, mais qu'on essaie de maintenir un peu minimaliste, parce qu'on a aussi besoin de pouvoir faire le vide pour créer. Il y a une partie de l'appartement qui est un bureau atelier. Qui est une montagne de désordre, de création. Et voilà. Votre dernier achat déco, par exemple, vous vous souvenez ? Je me souviens pas réellement, parce qu'on est pas mal meublé avec ce qu'on fait nous, étant nous-mêmes designers. Donc il y a pas mal de bouts, de choses qui viennent qui sont des bouts de proto, d'ateliers, ou alors de choses qu'on a bricolées nous-mêmes. On achète très peu de déco pure, à part des objets très bizarres. J'ai récemment ramené une baleine en fonte des États-Unis, voilà, par exemple. Bonne galère. Oui, alors on a eu un petit moment de frayeur à la douane, je dois avouer, parce que dans les rayons de la douane, de l'avion, on a eu peur de pas prendre notre avion tellement ils ont mis longtemps à comprendre quel était cet objet. Tes derniers achats déco, Maxime. Ah oui. Alors, est-ce que tu considères que les plantes c'est de la déco ? Oui, on va dire c'est lifestyle, c'est de quelque chose dans la maison. Ouais, Allez. en fait, je me suis découvert une passion, c'est oui. le jardinage pendant le confinement. C'était, j'ai vu les plantes pousser pour la première fois sur la terrasse. Et et ça m'a permis de canaliser mon énergie et mes angoisses. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur le confinement. Quel impact ça a eu sur... Je reviens à un truc hyper sérieux tout d'un coup. Quel impact, comment vous étiez organisé, quel impact, est-ce que ça a eu un impact Je pense que ça a eu un impact énorme. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire l'inverse, en fait, sans mentir. Il y a deux niveaux. Il y a sur la vie personnelle où finalement ça a été beaucoup plus doux, tranquille et simple que je le pensais. J'étais avec ma femme et ma fille, on s'est extrêmement bien entendus et il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre et c'était même assez agréable d'être en famille. Et voilà, je pense qu'il y a un effet du confinement qui est inattendu, c'est qu'en fait c'est une privation de liberté et que finalement ça peut être reposant de plus avoir à faire de choix. On en parlait avec beaucoup d'amis, je crois que c'était un remède absolument radical contre le FOMO. Ouais, t'as plus l'impression de louper des choses.
Et en fait, le plus dur d'un point de vue personnel, moi je partage ce que Julien a dit complètement. Et quand le FOMO a disparu, quand il y avait à nouveau des rencontres sociales, des dîners, des choses à faire, à la fin du confinement, en fait, ça a été le plus dur, la reprise. Où là, personnellement, on a tous un peu pris cher, on était crevés, il fallait à nouveau voir les gens, tu sais pas comment les voir. Et en fait, ça a mis vraiment du temps avant de se remettre en route. Et après, il y a le volet professionnel, où là, c'est encore une autre histoire. En tant que chef d'entreprise, je pense que c'était une vraie... il y a eu beaucoup de stress, parce que tout s'est arrêté. On a vraiment coupé les vannes, à tout point de vue, parce que l'activité s'est stoppée. Après, on a réussi, et ça c'est la force de notre structure, à réagir très vite. Une fois que la peur était passée, très très vite, on a même été stimulé, on a réussi à créer des produits en 2 secondes qu'on a conçus, fabriqués, shootés, mis en ligne et vendus. Et ça, avec une équipe réduite. Et fabriqué. Oui, c'est de la fabrication aussi. Comme on a un atelier, on était capable de faire tout ça. Et comme on était resté à Paris avec Julien, on n'était pas très loin du bureau, on a réussi à réagir très vite, avec une proposition qui était directement liée au confinement, à savoir un cahier de coloriage, et qui répondait à un besoin ultra précis, et ça a été un vrai succès. On a réussi à en vendre une quantité astronomique, donc ce qui nous a rassurés, et ce qui nous a aussi fait très plaisir. Mais après, il y a eu quand même pas mal de stress. On a quand même l'impression, surtout qu'on a créé des nouveaux produits il y a pas longtemps, on a investi dans des nouvelles machines et tout, on était en pleine lancée, en pleine accélération, disons, du rythme de travail, d'innovation, de lancement, etc. Et on a quand même eu un peu l'impression de se prendre un mur. Donc sur le coup ça assomme, après on se relève, on essaie de repartir, on y arrive, mais c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Il y a des aspects très positifs comme des lancements de cahiers de coloriage, il y a des choses qui ont été plus compliquées, tous nos revendeurs ont arrêté de travailler, donc enfin voilà, nous on était vraiment pas loin de zéro dans l'activité. C'est compliqué humainement aussi, c'est-à-dire que c'est compliqué, on a une équipe de 10 personnes, et d'un coup c'est qu'il faut expliquer à tout le monde que ça va pas, mais qu'on va les rassurer quand même, et qu'on va y arriver, mais qu'on va devoir se réorganiser. Et les infos tombent au goutte à goutte, donc on se réorganise en fait toutes les semaines. Et le déconfinement, c'était pareil. On réagissait d'une semaine à l'autre, comme tout le monde, avec un nouveau cahier des charges, des nouvelles consignes, une nouvelle économie, une nouvelle vie, des nouvelles règles. Et ça a continué comme ça, on continue. Et en fait, voilà. Du coup, c'est aussi une espèce de challenge, on va dire, même si j'aime pas tellement ce mot pour une société, qui est de se réinventer continuellement. Ça tombe bien, on est plutôt habitué à se réinventer continuellement. On est juste passé à la vitesse supérieure. Ouais. Donc justement, là, c'est la rentrée. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez une bonne résolution de rentrée, une envie? Qu'est-ce que tu as dit avant de commencer la rentrée? Je disais la rentrée, c'est notre métier. Voilà, la rentrée, c'est notre métier. C'est une saison qui est très importante pour nous. On vend pas mal traditionnellement, donc on a mis en place plein de nouveaux produits, les agendas de rentrée, voilà. Et puis on a encore plein d'idées. On va continuer à innover, à créer. Ce qu'on nous souhaite, c'est continuer sur cette lancée, de rester positif, de continuer à se faire plaisir et de faire plaisir à nos clients. C'est quand même un moment, pour moi, la rentrée, c'est vraiment c'est l'excitation quand on est enfant d'aller faire les courses et de s'acheter des belles fournitures, d'être content de reprendre le travail après un bel été et d'avoir des jolis outils pour bien faire son boulot. Et moi, je me souviens vraiment de ça. Quand j'étais môme, ça me rendait dingue. J'adorais ce moment où j'allais avec mes parents choisir des cahiers, des stylos, des trousses, commencer un cahier neuf, remplir sa trousse. Voilà, tout ça,
Je pense que le fait qu'on fasse ce métier est pas étranger au plaisir qu'on avait pu ressentir. Et moi, je suis ravi d'essayer de contribuer à ce que ce plaisir perdure pour les jeunes comme pour les adultes. Et c'est vrai que quand je dis la rentrée, c'est notre métier, je pense que c'est pas non plus totalement une blague, parce que quand on commence un nouveau projet, quand on commence une nouvelle émission, quand on ouvre une nouvelle page dans la vie, en général, la plupart des gens aiment bien aussi avoir du coup les outils qui vont avec, le nouveau cahier, cette impression hyper agréable de redémarrage, de renouveau, et qui est un peu tous les possibles qui arrivent de page qui se tournent, au sens propre comme au sens figuré. C'est très beau, Bravo. beau comme fin. Alors on va terminer avec les questions à Watt 1000. Petite question pas très chère, c'est des questions à 12 € là, le prix d'une entrée au zoo, parce qu'on va Pas parler tigre. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit pourquoi la marque s'appelle Papier Tigre. Oh, c'est juste une inversion de rapport entre c'est l'expression un tigre de papier. Un tigre de papier, c'est quelque chose qui fait très peur, mais qui en fait est très fragile. Voilà. Et nous, on a juste inversé les mots pour dire que le papier c'est très fragile, mais si on le travaille bien, ça peut faire très peur. Ah, d'accord. Alors, comment appelle-t-on un bébé tigre ? Un tigrou. Tigrou, moi ça me va bien. Nous, on l'appelle tigrou chez Papier Tigre. C'est vrai ? Un tigro ? Ah non, un tigro, c'est pas ça. Hein. C'est vrai ? Non, ouais. Non, tigrou. Oui, tigro. Tigrou. Ah bah, oui, C'est mignon en plus, tigrou, non? c'est vrai ? Ouais. Bon, Carrément. on va vérifier. Qui est le plus fort entre un lion... Il dit n'importe quoi. C'est clair. Qui est le plus fort entre un lion et un tigre ? Bah, le tigre. Le tigre. Alors, attention, j'ai fait des recherches. Le tigre de Sibérie est le plus fort parce qu'il pèse jusqu'à 360 kilos, contrairement au lion de l'Atlas, mais qui, lui, est plus puissant. Et le félin le plus dangereux, ce serait le guépard, car c'est le plus meurtrier. Est-ce que vous le saviez ? Incroyable. Bah non. Évidemment. Quel comportement à adopter si on est face à un tigre ? Se barrer en courant. Je pense qu'il court beaucoup plus vite que toi. Ouais. Non, peut-être comme devant un ours où tu fais le grand, le gros. Exactement, il Tu faut fais peur. rester stable et crier Voilà, très fort. ouais. Sur un malentendu, je crois qu'il peut s'échapper. Et est-ce qu'on sauve les tigres en achetant du papier tigre ? Pas vraiment. Mais ça peut être une piste de réflexion sur la protection de l'espèce. Bon, il y a plein d'autres choses à faire en parallèle, mais pourquoi pas ? Peut-être demain. Pour l'instant, on a plus essayé de se préoccuper de ce qui était directement lié à notre activité plus qu'à notre nom, c'est-à-dire à sauver du papier, avoir une consommation la plus propre et durable possible. Et on avait mis en place aussi pendant le confinement tout un programme d'aide aux hôpitaux de Paris qui Ah oui, si nous vous semblait voulez dire en avoir beaucoup besoin. Bon, on a décidé de reverser 10% de tout notre chiffre d'affaires de tout ce qui a été fabriqué à Paris à la PHP parce qu'on a estimé qu'ils en avaient beaucoup besoin à ce moment-là. Oui, bravo. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Et bonne rentrée. Toi aussi. Merci. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.